Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 101%. Aujourd'hui, un invité dans l'émission, Sébastien Carletti, bonjour. Bonjour. On t'avait reçu il y a 2-3 ans, plus 4. Oh, on est vieux dans J'irai voler sur vos tombes. Tu nous avais parlé de jouets, tu avais fait un bouquin sur les jouets. Et là, on va parler d'émission télé pour enfants. Voilà, jeu vintage. Vintage, ok. Mais dans l'émission, il y a d'autres choses. Il y a la critique du jeu de Pokémon Link Battle. Ça, j'ai envie d'y jouer parce que j'ai adoré le dernier Pokémon. The Place to Be, Notchan, Retro & Magic sur Tyson Puzzle Dama. Et on commence avec les news. C'est en pleine opération Saint-Patrick et ses bonus associés, donnant droit à une pierre gratuite tous les jours et ainsi de suite, que Gung-Ho a enfin mis à disposition des joueurs européens la fameuse collaboration avec The Rebuild of Evangelion. Comme ce fut le cas pour la collab Hello Kitty, les joueurs auront accès à une Rare Egg Machine spéciale aux couleurs de l'animé, ou plus précisément les 3 nouveaux films sortis ces dernières années, ainsi qu'à un donjon spécial. Ce dernier est disponible en 4 niveaux de difficulté, les classiques intermédiaires, experts et master, ainsi que le niveau légendaire à 50 points de stamina. Ce dernier assure aux joueurs de dropper le boss du niveau, en l'occurrence le 10e ange. Ce sont en effet les anges de l'animé que les joueurs affronteront. Il faut savoir que la Rare Egg Machine de l'event donne accès au personnage emblématique de la série qui a fait le succès de la Gainax. On pourra ainsi ajouter Shinji, Rei, Asuka ou encore Mari à sa collection de créatures. Si vous avez de la chance, le fameux Awoken Shinji and Kaoru and Unit 13 sera à vous. Il s'agit d'une créature 6 étoiles reprenant le skill du fameux et très prisé Lucifer en version haut. Si vous n'avez rien compris, c'est normal. Cette news s'adresse en priorité aux joueurs ayant déjà téléchargé Puzzle & Dragons. Sachez enfin que cette collaboration Evangelion est temporaire et se conclut le 30 mars prochain. Welcome back, Restorer. How did you get on in there? Greenlightée par Steam en juin 2013, l'équipe de Manchester de White Paper Games aura finalement mis un peu de temps pour mettre au point leur premier titre, Ether One. Dans ce jeu d'exploration, vous êtes un réparateur de souvenirs qui plonge dans la psyché de ses patients pour les guérir de graves maladies neurologiques. Tout se passe bien jusqu'à ce que tout ne se passe plus très bien. Du coup, il va falloir explorer des souvenirs devenus tordus, délités et résoudre quantité d'énigmes pour espérer un retour à la normale dans la ville tranquille de Pinwheel. On pense évidemment à Myst, même si le déplacement se fait ici de manière fluide, comme dans un FPS classique. Les développeurs ont tenu à ce que les énigmes puissent s'adresser à tous les joueurs. Les plus accros qui veulent dégainer papier et crayon pour prendre des notes, mais aussi ceux qui veulent profiter du jeu en famille. Le jeu est disponible aujourd'hui même en plusieurs éditions, dont une version Deluxe qui propose différents bonus comme l'OST du jeu. Après un premier cycle très difficile, Final Fantasy XIV profite toujours de sa mue heureuse en The Realm Reborn et se développe une nouvelle fois dans une nouvelle mise à jour de contenu qui annonce la version 2.2 du titre. On y accueillera entre autres de nouvelles coupes de cheveux, des versions extrêmes de boss déjà existants ou encore un système de pêche enrichi. Mais on y accueillera surtout l'arrivée du primordial Léviathan, de nouvelles quêtes pour le scénario principal et 4 nouveaux étages pour le labyrinthe de Bahamut. Une raison parmi d'autres de se mettre au jeu pour les personnes qui douteraient encore et de continuer à y jouer pour toutes celles qui ont déjà franchi le pas. Quoi qu'il en soit, il reste de toute façon réjouissant de voir l'équipe de Realm Reborn assurer le suivi de son jeu avec autant de rigueur et d'entrain que prévu. Un minimum lorsque l'on prétend faire vivre un des rares MMORPG payants à abonnement. Ce n'en est pas moins une preuve de bonne volonté qu'on aimerait beaucoup voir se généraliser. Donc, Seb, tu viens nous parler de Récréa 2, plus précisément, qui est une des émissions les plus emblématiques des années 80. C'est le plus bel étendard, effectivement, et moi j'ai choisi comme titre Nos années Récréa 2 parce que ça couvre 10 ans d'émission jeunesse. Voilà, donc tu as fait un livre dessus. Donc, explique-nous comment est né Récréa 2. Récréa 2 est né en juillet 78, sous l'impulsion de Jacqueline Joubert, donc la maman d'Antoine Decaune. Et la grand-mère d'Emma Decaune. Oui, à qui j'avais d'ailleurs demandé de faire la préface. Ça n'a pas pu se faire. D'accord. Et en fait, voilà, ça commence en été. D'entrée, il y a Goldorak. Réticence de la part de Jacqueline Joubert pour diffuser Goldorak, mais énorme carton, donc clairement à la rentrée, il y avait ceux qui avaient vu Goldorak et ceux qui allaient le découvrir. C'est passé l'été en fait, Voilà, on pensait que ça allait passer inaperçu et manque de chance cet été-là était particulièrement pluvieux et donc il y avait plus de gamins qui passaient
leur fin d'après-midi devant le poste. Ça passait inaperçu parce qu'à l'époque, on s'était dit que les animés japonais, c'était pas pour les enfants. C'était même pas les animés japonais en général, c'était Goldorak en particulier. Ouais, parce que Candy, il n'y avait aucun problème. Et Candy est arrivé plus tard et voilà, en gros, on opposait... Candy, il y a une violence psychologique qu'on n'avait pas perçue, mais en revanche, Goldorak, dès le premier épisode, on voit une violence graphique qui... disons qu'on craignait un vrai tollé, et Jacqueline Joubert, la première, craignait un vrai tollé. D'accord. Donc en gros, Jacqueline Joubert, quand même, elle fait beaucoup pour les enfants. C'est elle qui a mis Dorothée à l'antenne, etc. Complètement. Et elle veut s'adresser à eux d'égal à égal, mais en revanche, lorsqu'elle découvre Goldorak avec cette approche graphique très novatrice, avec aussi une manière de raconter les histoires très adulte, ça lui fait peur. Ça lui fait peur, et pourtant c'est ça qui finalement va donner du succès à Recréa 2. Complètement. Ok. On regarde la critique de jeu Pokémon Link Battle. Si l'on observe attentivement le comportement général des gens dans le métro, on constate en premier lieu qu'ils sont tristes et déprimés. Ouais, bon d'accord, mais en second lieu, après un examen plus poussé, on peut parfois se rendre compte qu'ils gratouillent frénétiquement l'écran de leur smartphone, en proie à une transe quasi religieuse. La dite transe les empêchant de constater que la voiture est pleine à craquer et que les bonnes manières devraient décidément les inciter à se lever du strapontin. Après leur avoir malencontreusement écrasé les pieds au hasard d'un chaos, et entre deux lancements de malédiction sur leur descendant à la 3e génération, on prend le temps de loucher vers leur écran. Ce qu'on découvre alors est bien mystérieux. Lorsqu'ils alignent dans une grille 3 joyaux, bonbons, girafes, orbes, objets divers, on s'en fiche du moment que les 3 sont pareils, ces derniers disparaissent de l'écran, et le reste de la grille s'effondre dans les trous laissés, faisant apparaître au passage d'autres joyaux, bonbons, girafes, orbes, whatever à assembler. Passé le bref moment d'incompréhension à la vue de ces étranges méthodes de culte, on se dit que ça a l'air un peu rigolo quand même. Et là, c'en est fini de nous. Il est trop tard. Rien ne sera plus comme avant. On a découvert le match 3. À l'origine des matchs 3, on retrouve bien évidemment les célèbres Tetris, Columns et compagnie. Mais au fil des années, le concept de ces puzzle games a évolué et s'est diversifié, passant de faire des lignes avec des éléments en forme diverses, mais toujours composés de 4 blocs tombant du haut de l'écran, à faire des groupements d'éléments de la même couleur à partir de duos de blobs mignons tombant du haut de l'écran. Sans oublier de faire un détour par le bien-aimé catapulter des bulles de couleur vers le haut de l'aire de jeu afin de faire éclater leurs congénères, supportant une énorme grappe amoureusement cultivée. Mais c'est en 2001 que tout a basculé et que des millions de vies ont été ruinées depuis lors. C'est en 2001 qu'est sorti Bejeweled. Contrairement à ce qui précédait, où un écran rempli signifiait le game over, dans Bejeweled, l'aire de jeu commence remplie à ras-bord de gemmes qu'il faudra faire disparaître en permutant 2 voisines afin de faire des groupes de 3. Ce principe d'une simplicité extrême, mais à l'attrait indéniable, nourrira les rêves fiévreux de nombreux accros durant des années, grâce notamment à 2 suites directes, mais aussi à de nombreux jeux reprenant tout ou une partie de ce concept, en y ajoutant presque à chaque fois une petite touche personnelle. Et faisant preuve de plus ou moins de bonne foi, ou de mauvaise, c'est selon, quant à l'originalité de leur concept et l'appartenance des droits associés au nom du jeu, mais c'est un autre débat. Tout ça pour dire que c'est en cette fin de premier trimestre 2014 qu'arrive exclusivement sur l'eShop de la 3DS Pokémon Link Battle. Et que, surprise, c'est un match 3 avec des Pokémon. Voilà. Dans Pokémon Link Battle, successeur du Pokémon Link, sorti en 2006 sur DS, il s'agira donc d'assembler des Pokémon similaires afin de les faire disparaître de l'espace de jeu. Mais attention, pas n'importe comment, car le but avoué est ici, comme dans la série principale, de tous les attraper. Chaque niveau prend ainsi la forme d'une suite de rencontres avec des Pokémon sauvages qu'il faudra capturer en leur lançant un maximum de combos à la tête. Pour ce faire, et à la différence de l'épisode DS, dans lequel on faisait tourner lignes et colonnes entières, on pourra à loisir intervertir 2 Pokémon, quelle que soit leur position d'origine dans la grille. Si l'on en regroupe 3 de la même espèce, ils disparaîtront et lanceront alors une attaque sur le Pokémon sauvage, faisant baisser d'autant sa jauge de vie. Mais une petite attaque isolée comme celle-ci ne fera que des dégâts marginaux.
En effet, on pourra toujours réarranger ses Pokémon à n'importe quel moment, même lorsqu'un groupe est en train de disparaître. Il vaut donc mieux passer aux choses sérieuses directement et rassembler 4 Pokémon, puis tout de suite 3 autres. Une fois cette condition réalisée, le mode Combo Plus s'engagera. Et c'est là que les choses deviennent un peu plus brutales. Dans ce mode, il suffira que 2 Pokémon identiques soient en contact pour disparaître. On appréciera particulièrement l'arrivée providentielle de métamorphes durant ces phases, ces derniers pouvant servir de paire à n'importe quelle autre espèce de Pokémon. On fait donc la course contre le timer, réarrangeant les Pokémon à la volée pendant que les autres tombent du haut de l'aire de jeu, afin de vider entièrement l'écran et réaliser un full link. Et si on se débrouille bien, profitez du court laps de temps imparti lors du remplissage de l'écran pour entamer un nouveau combo plus, revider l'aire de jeu et ainsi de suite pour accumuler plusieurs dizaines de combos et faire des dégâts potentiellement faramineux. Et oui, potentiellement. Car qui dit Pokémon, dit type de Pokémon. Le type feu est fort contre le type plante et faible contre l'eau. L'électrique est fort contre le vol et impuissant face au sol, et ainsi de suite. Le type d'attaque lancée dépendra de celui du Pokémon initiateur du combo. Ainsi, on aura beau réaliser un combo de 73 Link, si c'est une attaque inefficace contre le Pokémon visé, tous les efforts déployés auront été vains. C'est triste, mais c'est la dure loi du monde des Pokémon. Les monstres sauvages ne se laisseront pas capturer sans rien faire d'ailleurs. Ils vous attaqueront eux aussi sans relâche, faisant baisser la jauge d'endurance de l'aire de jeu, représentée par des barres graduées de chaque côté d'elle. Il sera néanmoins possible de se soigner grâce à l'attaque des Levénards afin de retarder d'autant le redouté Game Over, forçant à recommencer le niveau depuis le début. Outre les attaques causant des dégâts directs, les ennemis s'efforceront également de casser les murs de l'aire de jeu afin d'y pénétrer, occupant ainsi de toute leur taille des cases qui auraient dû être utilisées pour comboter, ce qui affaiblit bien entendu les capacités offensives du joueur. On tombera aussi régulièrement sur des groupes de Pokémon au fil de nos pérégrinations. Il conviendra donc de commencer son combo par un groupe de 5, afin de lancer une attaque globale et non pas ciblée sur un seul d'entre eux. La progression sera ponctuée à chaque fin de zone par un boss, un Pokémon plus imposant et plus puissant que ses congénères, qu'il conviendra de massacrer le plus vite possible pour ne pas lui laisser le temps de s'introduire dans l'aire de jeu. Parce que si on le laisse faire, il rentre, il dit pas bonjour, pas merci, il file droit au frigo, il prend la dernière bière et il met un game over au passage. Bref, c'est un sacré sans-gêne. Dernière chose, mais qui a son importance, on pourra se faire accompagner d'un Pokémon capturé de son choix, afin qu'il soit toujours présent en masse sur le tableau de jeu, quelle que soit la zone. Ce qui peut s'avérer très utile si on connaît les faiblesses des Pokémon de la zone en question, forcément. Côté multijoueur enfin, pas grand chose à se mettre sous la dent. Pas de multi-online, il faudra trouver 1 à 3 autres joueurs en local disposant chacun de son exemplaire de jeu, afin de pouvoir goûter aux joies de la capture à plusieurs. S'il est un peu dommage que les possibilités multijoueurs du soft n'aient pas été un peu plus explorées, il est vrai que le genre du match 3 se prête plus à des parties solo ou dans les transports, là où il est difficile de maintenir une connexion Wi-Fi stable. Ce manquement n'en est donc pas réellement un. Si les premières zones se bouclent sans vraiment rencontrer de difficultés, les choses se corsent dans la seconde moitié du jeu, avec quelques boss bien retors. Surtout lorsqu'ils utilisent leur attaque modifiant les Pokémon de la grille, alors qu'on est en train de préparer son combo, et en profitent pour s'infiltrer dans l'aire de jeu et bloquer toute possibilité de réplique immédiate. On sera ainsi confronté de manière de plus en plus régulière à des game over impitoyables si on n'y prend pas garde. En dehors des zones normales, on débloquera également assez vite les zones safari, dans lesquelles les monstres rencontrés changeront chaque jour. On aura ainsi de quoi s'occuper un bon moment avec Pokémon Link Battle, surtout si on veut attraper tous les Pokémon du jeu, les un peu plus de 700 espèces des 6 générations actuelles étant représentées. On pourra éventuellement regretter l'absence totale de 3D. Ou pas en fait, puisque de toute façon, le relief n'aurait aucunement été justifié dans un jeu de ce type. Et puis de toute façon, presque tout le monde le coupe au bout d'un moment, à part dans une minorité de jeux, donc bon... Et s'il ne convient pas forcément à des séances de jeu prolongées, notamment en raison d'un certain manque de variété dans le gameplay, Pokémon Link Battle est parfait pour une consommation à petite dose dans les transports. Au final, on ne peut que saluer le choix de Nintendo de sortir ce Pokémon exclusivement sur l'eShop de la 3DS. Du fait de son statut dématérialisé, le jeu peut ainsi être vendu à un prix plus réduit que celui d'une cartouche, qui aurait sans doute été rédhibitoire pour beaucoup. Mais pour environ 8 €, si on aime les matchs 3 et Pokémon, il n'y a aucune raison de se refuser ce petit plaisir.
a parlé dans le plateau précédent de Candy. Là, aucun problème. Lorsque sur... alors c'est quoi, Antenne 2 à l'époque? Oui, Antenne 2. Antenne 2 voit le premier épisode de Candy, il se dit c'est génial, on le prend tout de suite. Oui, aucun problème. Et il s'est passé un truc un peu spécial avec Candy, j'aimerais que tu le racontes. À un moment, en fait, bon, déjà c'était diffusé par épisode de 6 minutes, donc vraiment ils faisaient en sorte de garder leur stock. Donc il découpait vraiment. Il découpait au début, effectivement, il a fallu attendre avant que ce soit des épisodes d'une vingtaine de minutes. Mais à un moment est arrivé un drame, c'est que le premier coup de cœur de Candy fait une chute à cheval et il décède. Et là, ils n'avaient pas du tout anticipé le fait que ça allait traumatiser tant les petites filles que les petits garçons, et que surtout ils allaient recevoir des lettres et des milliers de lettres de la part des parents courroucés parce que, voyant leur progéniture traumatisés par un dessin animé Récré à 2. Ouais. Et donc ils ont fait un rétropédalage et ils ont monté un épisode spécial qui a été diffusé quelques semaines plus tard, de 8 minutes, où on explique qu'en fait Candy, elle a été traumatisée par la chute de cheval et qu'elle en a fait un cauchemar et qu'elle a cru qu'il était mort, mais en fait il est à l'hôpital, on le voit va pas, bien, mais on le revoit plus jamais. Et donc il y a toujours ce doute. Alors effectivement, voilà, dans la version originale, il est bien mort. Pour nous, on n'est pas sûr. Mais ils n'ont pas le droit de faire ça, on est d'accord. Enfin, à l'époque, ce n'est qu'un dessin animé qu'on achète. Y a pas, les auteurs sont à peine cités. C'est un dessin animé japonais, c'est à 1000 lieues de là. On fait ce qu'on veut. C'est pas classe. On regarde The Place to Be. Salut, ça va? Bienvenue dans The Place to Be. Il me faudrait une baseline en fait. Un truc que je sortirais toutes les semaines, comme ça je me casse pas le cul à faire des intros. Genre, bienvenue dans The Place to Be, la seule émission qui te parle de ce qu'il va y avoir dans la semaine avant même que ça se passe. Là où elle va te dire que ça va... Non, c'est con, t'es con les mecs. Du 24 mars, c'est-à-dire que ça a déjà commencé là, au 30, à la Maison des Jeux de Grenoble, t'as le festival Place aux Jeux. Et ça sera principalement à base de jeux de plateau et de jeux de société, non-stop le week-end, le tout bien évidemment estampillé The Place to Be Free. Place aux Jeux, le festival qui se la joue. Tu vois, ça c'est de la baseline, eux ils sont forts. Le lundi 31 mars, au dernier bar avant la fin du monde à Paris, t'as une présentation en avant-première du jeu Invasions. C'est un jeu de zombies et ça sera l'occasion, entre autres, de rencontrer l'auteur qui sera susceptible de te faire un bisou si d'aventure t'es cosplayé en zombie justement. Évidemment, c'est The Place to Be Free pour rentrer, mais après, en revanche, tu paieras ton cocktail Gandalf 20 €, comme tout le monde. Non, je déconne, je sais pas combien c'est en fait. Le samedi 29 mars à Lille, t'as l'expo Rétro vers le futur Digital Fantasies. C'est une expo qui va principalement te mettre en avant tout un tas de jeux indés, donc c'est cool. Bon, il y aura probablement une petite participation à prévoir, mais ça reste important de soutenir ce genre d'initiative. Le 29 mars à Gardanne, c'est entre Aix-en-Provence et Marseille, t'as les petits tournois de la Guilde. C'est un event durant lequel la jeunesse enchaîne des petites parties d'un jeu de société en particulier. Là, en l'occurrence, ça sera une spéciale Les Bâtisseurs. Et ça a l'air cool. C'est genre 1 € l'entrée et c'est surtout l'occasion de passer du quality time entre amis. Et ça n'a pas de prix. Du 28 au 30 mars à Lyon, enfin, t'as la 24e convention de l'imaginaire de l'INSA. C'est massif, The Place to Be Free, non-stop, et ça va te proposer du jeu de société, du quiz et même du concours de scénario de jeu de rôle. C'est bien, j'aime bien. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Comme d'hab, je t'invite à me faire part de tes initiatives, comme ça moi j'en parle à la télé, et du coup il y a un petit délire donnant-donnant. Et puis je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau The Place to Be, la seule émission tellement massive qu'elle n'a pas le temps de se trouver une baseline. Si, ça marche. Donc, dans le livre, tu parles de Récré à 2, mais pas que. Tu parles des années Récré à 2, donc tu parles aussi de la concurrence, voilà, des autres chaînes. Donc, c'était quoi sur TF1? C'était les amis du mercredi. Les visiteurs du mercredi jusqu'à effectivement 81. Voilà. Donc, tu parles aussi de Captain Flamme. Il y a un truc assez amusant. Récré à 2 n'a pas diffusé Captain Flamme, c'est TF1 qui l'a eu. Pourquoi? En fait, disons que
celui qui proposait ce genre de programme, Bruno René Echèze, sa meilleure cliente c'était Jacqueline Joubert, et donc légitimement... Donc Récréa 2. Récréa 2, Jacqueline Joubert, et fin 79, à Cannes, il lui a présenté Captain Future. Ouais. Bon, c'était un animé, c'est sûr, mais en revanche, il le présentait comme un héros d'origine américaine, ce qui est vrai. Donc ça lui plaisait, elle avait vu, il y avait son leaflet, elle était convaincue. Donc pour lui, la vente était assurée, et puis le soir même, elle débarque comme une furie dans l'endroit où il dînait avec donc, des gens de la FR3, puis elle lui balance son leaflet avec beaucoup d'agressivité en disant « Vous voulez ma mort professionnelle comment ça se fait que vous me fassiez subir ça je ne veux plus jamais entendre parler de vous. » Bref, elle lui fait un mini scandale sous l'œil amusé des convives, et lui reste complètement abasourdi, il ne comprend vraiment pas ce qui s'est passé. Et en fait, il se trouve que, en se renseignant, il apprend que, en fait, il y a eu confusion. Lui vendait Captain Future, et il se trouve que quelques semaines auparavant, les Humiliés Associés avaient sorti une BD, Captain Future, sans eux, à la fin, scénarisée par Philippe Manœuvre, et qui était vaguement érotique. Il y avait des femmes avec femmes du non, même pas. Même pas. On voyait juste l'eau. D'accord, ok. En fait, elle a cru qu'elle achetait un dessin animé érotique. Exactement. Et moi, à un moment, je me suis dit, tiens, ça doit être... Voilà, Philippe Manœuvre, Antoine Decaune. Donc je me suis dit, ça doit être Antoine Decaune qui lui a mis la puce à l'oreille. Et non, enfin, j'ai reçu un mail d'Antoine Decaune, il m'a dit non, je plaide non coupable, ce n'est pas moi, je m'en souviens parfaitement, je n'ai pas parlé de ça à ma mère. D'accord, très bien. Moi, t'es allé vraiment aller chercher jusqu'à Antoine oui, Decaune. Oui, voilà, tu vérifies les informations, quoi. Salut Zotac, c'est Notchan. Bon, je vous le dis tout net, l'enfer c'était mieux avant. Parce qu'aujourd'hui, l'enfer est un peu mis à toutes les sauces. Tenez, animer une émission régulière 2 fois par mois. Vous voyez, c'est l'enfer. Pour certains, l'enfer, c'est les autres. Alors que pour les 10 autres, l'enfer, ça peut être de se poser des défis invraisemblables. Comme par exemple terminer Super Mario Bros d'une manière originale, avec le plus petit score possible. C'est dans ce genre de performance qu'il faut être minutieux, patient. Admirer la persévérance du super player à ne tuer absolument aucun ennemi. À devoir faire des sauts très risqués pour éviter les pièces d'or au-dessus du vide, ou encore attendre la dernière seconde de chaque niveau pour n'obtenir aucun bonus. Ce qui peut rendre la vie infernale également, c'est le manque de place. Mais ça ne gêne pas tout le monde. En tout cas, pas l'artiste coréenne Ji-Young Lee, vu ce qu'elle peut faire dans une pièce de 15 mètres carrés. Le résultat est impressionnant et joue avec notre perception de l'espace. Oui, comme je vous disais au risque de me répéter, l'enfer, c'était mieux avant. Du temps de Jérôme Bosch au XVIe siècle, par exemple. Là, les flammes infernales avaient un sens. Ah, la crainte du sacré, de la damnation éternelle, le bon temps. Des tableaux comme le Jardin des Délices continuent de renfermer bien des mystères. Ainsi, dans le panneau de droite qui montre les supplices des damnés, on peut voir tatoué sur le postérieur d'un des suppliciés une étrange partition. Une blogueuse américaine a décidé de transcrire celle-ci pour se donner une idée de ce à quoi pouvait ressembler une mélodie démoniaque au XVIe siècle. Effectivement, en écoutant le résultat, on se dit que le monde a changé, et ce n'est pas forcément immédiatement parlant pour le kidam contemporain. Et de nos jours, l'enfer, cela peut parfois se résumer tout simplement à regarder les Jeux Olympiques de Sochi à la télé. Ouais, toutes les épreuves, attachées à son siège, avec les commentaires sportifs, hein. Ah, alors qu'il ne faudrait pas grand-chose pour que ce soit plus fun. Parfois le paradis est à notre portée, si proche. Quand on voit cette démo du premier Zelda sur NES en version FPS pour l'Oculus Rift, on se dit que l'espoir existe encore. Et quand on apprend que de nouvelles voix sont disponibles pour le logiciel Vocaloid 3, là... c'est le paradis. Alors, il y a Anon, c'est la plus jeune. Elle a les cheveux courts et un peu tête en l'air. Et il y a sa jumelle, Kanon, c'est l'aînée, aux cheveux longs, au caractère bien trempé. Elles sont trop bien. Et non, impossible. Je ne peux pas choisir entre les deux, c'est trop dur. Vous voyez les otaques, je crois qu'il y a une leçon à retenir de tout cela. C'est quand vous croyez accéder au bonheur ultime, que vous frôlez le paradis du doigt, que le sol se dérobe sous vos pieds et vous jette sans remords dans les griffes de Lucifer. C'est ainsi que je vais essayer de remonter la pente, de surmonter le choc,
et que je vous dis à bientôt les otaku. Bon, on aurait pu parler de plein de choses, de plein d'années, mais là, le 120% n'est pas assez long. Comment se termine l'histoire pour Récréa 2, en fait? Parce que Dorothée, tout le monde le sait, à un moment, elle s'en va, elle fait le club Dorothée. Donc, c'est la mort de Récréa 2? Non, ça dure encore un petit moment, et puis ils sont vraiment à côté. Enfin, pour la première fois, Récréa 2 découvre finalement la notion de concurrence. Et tente de se battre avec les mêmes. Parce que jusqu'à ce moment-là, c'était les numéros 1. En fait, la progression est assez intéressante, je la décris dans le bouquin, c'est qu'au début, il y a une entente cordiale, c'est-à-dire que Récréa 2 finalement commence au moment où les visiteurs du mercredi, donc je parle du début des années 80, s'arrête. Enfin, voilà, ça commence à... Voilà, il y a quelques minutes de partager, mais c'est pas énorme. Et puis arrive l'année 81 où Capitaine Flamme est programmé exactement au moment où Candy commence, avec en plus des épisodes inédits. Donc si on est dans une famille avec au moins un frère, une sœur, voilà, ça fight un peu. Et puis ça continue dans les années comme ça. On doit choisir entre XOR ou Bomber X parce que ça commence au même moment. Donc en gros, ils se mettent effectivement à s'armer et à programmer les choses en fonction. Voilà. Bon, voilà. Voilà, moi aussi, donc Bomber X, je me rappelle très bien du générique. C'est tout. Et arrive effectivement la privatisation de la première chaîne. Et puis là, je dis pas que c'est David contre Goliath, mais en fait, Dorothée, elle voulait évoluer, ce qui est légitime parce que c'est un boulot, quoi. C'est une carrière, on a envie d'évoluer, on veut passer derrière la caméra, on veut faire plus de choses. Mais toute l'équipe finalement se retrouve d'une obligation de moyens. Donc Récréa 2, service public, on fait un peu ce qu'on veut, même s'il y a des choses qui ne marchent pas, on les maintient, à une obligation de résultat où tout ce qu'on programme, tout ce qu'on programme doit maintenir le gamin devant la télé. C'est vrai qu'on se rend compte que dans Récréa 2, il y avait même une émission pour les malentendants. Oui, qui a duré 10 ans en fait, 9 ans. Qui aujourd'hui, ça n'arrivera plus jamais en télé. Non, même tout comme les émissions jeunesse finalement en fin de journée, en pré-access prime time, c'est impensable, c'est de la science-fiction. Mais quand même, le départ de Dorothée a un peu tué Récréa 2. Après, ça a été l'agonie. Complètement, oui, parce que voilà, c'était un personnage emblématique phare. Voilà, même dès le début, on l'appelait la petite sœur de Candy. En fait, les enfants avaient tendance à voir Dorothée comme un personnage de fiction, de la même manière que Albator, Candy, Goldorak et tous les héros de Récréa 2. Et voilà. Moi, je l'ai vu en vrai, c'est pas un personnage de fiction. Voilà, on regarde Retro and Magic. Tetris, Columns, Puyo Puyo, Puzzle Bobble ou Puzzle Fighter, autant de séries devenues cultes et qui ont participé au succès de leurs éditeurs respectifs. On pouvait croire Konami étrangement absent du créneau porteur des puzzle games, mais il n'en est rien. Dès le milieu des années 90, la firme à la petite vague avait lancé sa propre licence, mais celle-ci est restée exclusive au territoire japonais. Le nom de cette série méconnue, Taisen Puzzle Dama. En 1994, Taisen Puzzle Dama, que l'on pourrait traduire simplement par match de puzzle de billes, sort sur borne d'arcade au Japon. Assez similaire à Puyo Puyo dans les bases de son gameplay, le jeu proposait de battre une suite d'adversaires en remplissant leur écran de billes colorées appelées Tama. Il suffisait ici d'associer au minimum 3 billes de la même couleur, contre 4 Puyo minimum dans le jeu créé par Compile, pour qu'elles disparaissent et provoquent éventuellement une réaction en chaîne. En fonction du nombre de chaînes réussies, des groupes de billes bloquées étaient alors envoyés chez l'adversaire. Agencées en structure prédéterminée, elles perturbaient sa progression, mais lui laissaient aussi la possibilité de tout retourner à l'envoyeur s'il se débrouillait bien. Grâce au dynamisme de jeu qu'entraînait le faible nombre de billes nécessaires au déclenchement d'un combo, la situation pouvait très vite se retourner, et ce plusieurs fois pendant une partie, en cas de renvoi multiple. Riche en rebondissements, ces parties pouvaient classiquement se jouer à 2 joueurs côte à côte ou en solo dans un mode story nous proposant de battre 9 adversaires à la difficulté croissante.
Les persos, bien que disposant d'un chara-design très classique au premier abord, étaient tous dotés de plusieurs animations et mimiques comiques lorsqu'ils enchaînaient les combos ou au contraire se retrouvaient piégés par le haut de l'écran. Malheureusement, seuls 6 des 11 personnages étaient jouables, les 3 derniers boss de fin, à la vitesse de jeu redoutable, n'étant eux pas sélectionnables par quelque moyen que ce soit. Le mode de joueur ajoutait un robot et une petite fille en personnages supplémentaires, mais en dehors d'un bug exploitable sur le portage PlayStation, il n'était pas possible de les utiliser en mode story. Taisen Puzzle Dama ne sortira jamais en Occident, ni en arcade, ni sur console, et ce malgré le nom officiel qui avait été trouvé par Konami pour son éventuelle adaptation, Crazy Cross. Deux ans plus tard sort une suite, toujours sur arcade, appelée Susume Taisen Puzzle Dama. Si les règles principales du jeu n'ont pas changé, de nouvelles billes ont fait leur apparition. Les Akudama, billes négatives qui bloquent toutes les billes adjacentes, les Zendama qui au contraire retransforment les billes bloquées en billes normales et peuvent déclencher plus facilement des combos multiples, et les Kuidama, sorte de Pac-Man glouton qui avalent toutes les billes d'une ligne ou d'une colonne, excepté la dernière. Apparaissant aléatoirement, ces billes spéciales apportaient une dimension stratégique supplémentaire au gameplay qui s'en trouvait encore dynamisé. Les personnages jouables, dont quelques rescapés du premier volet, ont eux aussi été modifiés, et l'aspect caricatural de leur design poussait plus loin encore lors des animations. Chaque victoire se soldait par un décompte de points basé sur le temps écoulé et le nombre de chaînes réussies. Le total débloquait progressivement des tickets permettant d'accéder au boss final plus ou moins rapidement. L'adaptation du jeu sur console comprenait également un mini-jeu de bowling où les persos en version chibi devaient tenter de réaliser un maximum de strikes. Toujours inédite en Occident, la carte d'arcade sortira pourtant en version Asia sous le nom Let's Attack Crazy Cross. Dans cette version, les textes et noms des personnages y sont traduits en anglais, mais certaines animations sexy lors des combos y étaient légèrement censurées. Disposant maintenant de sa propre licence de puzzle game, Konami se mit à la décliner dans des épisodes mettant en scène les personnages de ses séries vedettes de l'époque. Ainsi, dès 1994, l'univers coloré du shoot'em up vertical Twin Bee se vit adapté sur PlayStation en puzzle game. Le gameplay proposé était similaire au premier volet, même si les classiques cloches de bonus remplaçaient ici les billes. Alliés et ennemis étaient présents comme personnages jouables en mode story ou simple duel et dotés chacun d'animations soignées. Malgré son côté mignon, la difficulté du jeu n'était pas revue à la baisse pour autant, et les niveaux avancés réservaient toujours un challenge corsé. Pour l'anecdote, signalons que cette version contenait en bonus l'unique adaptation console du premier Taisen Puzzle Dama. L'univers kawaii du jeu de drague Tokimeki Memorial se verra lui aussi adapté le temps de 2 épisodes sur arcade et console. On y retrouve Shiori et ses copines lycéennes se livrant à des batailles de puzzle dans les environnements emblématiques de la série. Malgré l'ajout cosmétique de petits cœurs à la place des bulles bloquant les billes, le gameplay reste classique et se contente de reprendre les règles établies précédemment, billes positives, négatives et gloutonnes comprises dans le deuxième volet. Plus surprenant, le jeu de rythme Pop & Music se verra lui aussi adapté en Pop & Taisen Puzzle Dama Online, sur PS2. Les Pop-kun, marqueurs de notes, font ici office de billes, et il est possible de choisir un personnage et son pattern d'attaque indépendamment l'un de l'autre. Malgré l'intérêt de retrouver l'univers de la franchise Poppen, les musiques et commentaires répétitifs, couplés à une absence de variété dans les modes de jeu, en font un des épisodes les plus mous sortis sur console. En cause certainement, la place centrale accordée à l'origine au mode online qui utilisait le modem optionnel de la PS2 et permettait également de débloquer personnages et musiques supplémentaires. Des fonctionnalités qui, avec la fermeture du serveur dédié au jeu en 2005, disparurent malheureusement elles aussi. Fréquemment sollicité pour son savoir-faire en matière d'adaptation vidéoludique de séries animées, Konami a aussi transposé le principe de son puzzle game à quelques animés plus ou moins connus. On peut citer par exemple Tsuyoshi Shikari Shinasai, série sortie en France sous le titre Un garçon formidable. Simple redesign sur Super Famicom du gameplay du premier épisode, le jeu, malgré des graphismes assez sommaires, se révélait aussi addictif que l'original. Il proposait, en plus de ses modes story et de joueurs, un mode solo où il s'agissait de tenir le plus longtemps possible en réalisant un maximum de chaînes.
Jamais sorti chez nous, l'animé Chibi Maruko-chan aura également eu droit à son adaptation exclusivement sur Saturn. Utilisant les capacités accrues de la console en matière de gestion de sprites, le jeu, bien que graphiquement fidèle et bénéficiant de doublage des acteurs d'origine, reste très classique dans sa forme et destiné en priorité aux plus jeunes. De même, une adaptation sur Game Boy Advance de la série Milmo de Pon, appelée chez nous Milmo Zibang, sortira en 2003. Entrecoupé de petites scénettes comiques, il permettait aux enfants de s'exercer aux joies du puzzle game à n'importe quel moment de la journée au sein de cet univers, il est vrai, assez horripilant passé un certain âge. En parallèle à l'exploitation de sa licence, Konami lança une variante sur arcade dès 1996, Taisen Tokae Dama. Ici, le joueur ne contrôle plus des billes qui descendent du haut de l'écran. C'est un mur de billes qui monte en continu et il s'agit d'échanger directement leur position à l'aide d'un curseur pour les éliminer comme précédemment. Si à première vue ce procédé peut apparaître comme de la triche, il autorise à préparer ses combos par avance et accélère encore le jeu en permettant même de réaliser un combo à chaque action. 10 personnages en tout y étaient sélectionnables, dont les 3 boss débloquables via une manipulation spécifique et à l'aspect tout aussi bizarre. Bien que n'ayant pas connu le même succès que son prédécesseur, Tokae Dama fut lui aussi adapté en version Toki Memo sur console. En dehors de son habillage graphique infiniment plus romantique que l'original, les mécaniques de jeu restaient les mêmes. On notera toutefois la présence d'un diabolique mode énigme où il s'agit de faire disparaître l'ensemble des pièces en un nombre de coups limité. Le principe du jeu se retrouvera encore une fois sur plusieurs compilations de mini-jeux sortis sur Game Boy Advance. Une ayant pour cadre les personnages du manga Prince du Tennis pour les fans de jeunes hommes à la voix rauque. Et une autre pour les plus jeunes dans l'univers du manga enfantin Animal Yokocho. En dehors de toutes ces adaptations, la dernière conversion officielle sur console de salon aura finalement été celle de Susume Taisen sur Nintendo 64. Une cartouche qui réunissait les héros des 2 séries signées Konami et permettait de choisir son type de gameplay quel que soit le personnage choisi. Le meilleur des 2 mondes en quelque sorte. Bien que toujours assez peu connu, il est probable que les amateurs d'import aient déjà croisé des références à cette série dans d'autres jeux Konami. Le jeu faisait ainsi une discrète apparition dans l'intro de Sexy Parodius sur arcade et dans le niveau 6 de Jikyo Oshaberi Parodius sur Super Famicom qui se concluait contre le boss final du premier volet. Les versions Saturn et PlayStation du jeu, plus avancées techniquement, nous en proposaient carrément un niveau complet, un vrai mode boss rush où l'ennemi final récurrent disposait cette fois de nouvelles attaques. Enfin, dans le 4e volet des aventures de Goemon sur Super Famicom, Yae, la jeune ninja, devait gagner un combat de mecha au travers d'un mini-jeu que l'on reconnaîtra facilement. Il était d'ailleurs possible de s'y mesurer à d'autres personnages alliés indépendamment de l'aventure principale via un accès direct dans les menus. Plus récemment, le puzzle game de Konami a fait d'autres apparitions clin d'œil dans Love Plus sur DS et 3DS et sur la réédition de mini-jeux pour mobile japonais Konami Taisen Colosseum. Taisen Puzzle Dama reste encore aujourd'hui une série quasi inconnue du grand public occidental, mais dont on conseillera vivement la découverte à tous les amateurs d'import. J'ai changé de t-shirt, on continue à parler du bouquin avec Alex et Seb. Du coup, on a dit des choses et il nous a raconté plein de choses sur comment il a fait le livre et on s'est dit que c'était intéressant de revenir dessus. Donc, t'as revu, parce que à mon avis, tu t'en rappelais pas quand même avec la 2, des tonnes d'émissions. Oui, comment en fait, voilà, je suis allé à l'Inatech. Après, j'ai eu accès au site Inamedia Pro. Mais c'est vrai que j'ai passé plus de temps à revoir ces émissions, à prendre de notes qu'à écrire. Parce qu'après, en fait, j'ai eu un énorme travail de préparation qui était vraiment pas fun. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 mois passés à la BNF où j'étais entouré d'étudiants qui étaient en train de traduire du sanskrit en mandarin, voilà, des trucs super pointus. Et moi, j'allais à la caisse et je demandais tous les télestars, tous les télépoches. Et j'étais avec mon tableur Excel et j'étais en train donc de refaire la chronologie parce que effectivement le bouquin il y a une progression chronologique et je voulais absolument être exact dans ce que j'annonçais, c'est-à-dire que
Un exemple, Heidi, si tu vas sur internet, peut-être que ça a été corrigé, mais on dit que c'est arrivé pendant les visiteurs de Noël de 78. Oui, si tu regardes le Télé 7 jours, par exemple, de l'époque, oui, tu le vois, mais en fait, non, ça n'a pas été diffusé. Donc il a fallu qu'après toutes les notes que j'avais prises et mon joli tableur Excel avec les diffusions pendant 10 ans, ah, quand est-ce qu'est arrivé Watu Watu, etc., il fallait que j'aille à l'INA et que je regarde finalement les rapports de chefs d'antenne pour vérifier si effectivement ça avait été diffusé ou même regarder les émissions effectivement en elles-mêmes. Donc il y a eu 2 mois de préparation à faire donc cette chronologie et puis après pendant 6 mois, facilement 4 ou 6 heures par jour, je regardais des émissions, je prenais des notes, je regardais à nouveau des dessins animés et je lisais d'autres bouquins par exemple sur Filmation pour pouvoir apporter un peu de substance à mes textes sur les dessins animés Filmation, notamment les maîtres de l'univers. Voilà, donc il y a eu un gros travail finalement de documentation. Et puis il a fallu aussi démarcher les collectionneurs de cellulo, parce que je voulais, pour certaines illustrations, je voulais faire effectivement de jolies illustrations. Des vrais, des originaux. Des vrais, voilà, des originaux, et donc il faut les convaincre de mettre un cellulo à 2000 € au scanner. Voilà. D'accord. Et puis après aussi échanger avec des professionnels de l'époque. Et il y a un autre truc intéressant, c'est que malgré tout ça, malgré le fait que ce soit très pointu, il peut y avoir des erreurs. Et donc tu as un mail dans le bouquin. Oui. En fait, il y a un mode d'emploi dès le premier volet où on explique comment en fait consommer le bouquin, la progression chronologique, les codes couleurs par chaîne, etc. Puis à la fin, il y a Errare Humano Est. Il peut y avoir des erreurs. Moi-même, des fois, tu es persuadé que tu es en train d'écrire que le costume de Cobra était rouge et puis tu l'as écrit bleu. Ouais. Et puis tu le relis et quand tu le relis, comme tu sais que c'est rouge, tu vois pas que tu l'as écrit bleu. Heureusement, il y a des gens qui sont là pour te le signaler. Et donc j'ai mis un petit mail, Eratum @ nos années récré à 2. Et je suis assez souvent challengé, effectivement, notamment sur la diffusion de Goldorak, par exemple, où il y a des gens qui me disent « Dans mon souvenir, l'épisode 54 est arrivé à tel endroit. » Et je dis « Oui, je respecte totalement, tu as une mémoire d'éléphant, fabuleux, mais en revanche, j'ai les émissions. » Donc je peux vérifier. Et du coup, pareil, ça crée un échange, et puis je me rends compte que oui, voilà. Et donc après, si la personne a raison... je l'intègre dans mon Eratum, et donc je mets à jour le PDF. Donc le principe, c'est que il y a un mail où on peut m'envoyer des remarques, et puis ensuite un lien HTTP pour télécharger l'Eratum qui est mis à jour. Bon là, ça fait bien 2 mois que je l'ai plus mis à jour, mais parce qu'on m'a rien signalé pour le moment. Que t'es nickel, là. Pour l'instant c'est nickel. Oui, enfin voilà, je crois qu'il y a 3 erreurs de fond, et puis après, c'est vrai que le texte ayant été manipulé avec la maquette, il y a aussi des erreurs de forme en fait. Et donc je suis le premier navré lorsqu'il y a des fautes au niveau de la ponctuation que j'avais pas vu. Alors des fois tu comprends pas. Des fois quand tu fais un bouquin, je crois que tu le sais, tu as écrit un bouquin, tu as reçu ton PDF, la virgule elle est au bon endroit et puis le bouquin sort et la virgule a disparu et tu comprends pas ce qui s'est passé. Moi c'est pas le problème vu que je sais pas écrire, donc c'est d'autres gens qui écrivent à ma place. J'ai des nègres. Voilà, merci beaucoup Steve. C'est moi. À bientôt. Au revoir.